Le 4 décembre 2023, le chercheur Albert Gu a fait une publication sur Twitter annonçant la sortie d'un papier de recherche sur Mamba, une architecture réseau de neurones censée dépasser les transformers. Cette annonce a eu son effet car elle a fait environ 800 000 vues. La raison de cet engouement, on peut l'imaginer, c'est le fait qu'aujourd'hui tous les LLM sont basés sur un mécanisme bien particulier, c'est le mécanisme de l'attention. Ce mécanisme, on le retrouve dans l'architecture Transformer qui est utilisée dans tous les LLM. Ce mécanisme de l'attention, c'est vraiment le cœur du LLM, c'est ce qui lui permet de comprendre le texte. Et cette annonce se veut donc assez révolutionnaire parce qu'on nous dit qu'il est possible de créer des LLM plus puissants que ceux actuels sans Transformers et sans ce mécanisme de l'attention. J'avoue au début avoir été assez méfiant car on a un modèle qui a un nom assez marketing. Aujourd'hui, pour les modèles d'intelligence artificielle, on est plus habitué à avoir des noms qui décrivent la fonctionnalité du modèle. Par exemple, GPT, c'est Generative Pre-trained Transformers. Llama également a un sens fonctionnel. Et ici, le nom Mamba semble pas avoir d'autre but que simplement faire une belle image d'un Mamba qui détruit un Transformers. De plus, ce n'est pas la première fois qu'on a de grandes annonces de nouveaux modèles qui sont censés être bien supérieurs aux précédents. Ici, je pense par exemple à OpenVoice qui avait fait du bruit lors de sa sortie. Mais lorsqu'il est utilisé, il déçoit. OpenVoice, c'est un modèle qui est sorti il y a quelques mois et qui permettait de générer des audios. Je l'ai essayé et j'ai été assez déçu. OpenVoice, c'est un modèle open source, comme son nom l'indique, et donc il est normal qu'il ne soit pas au niveau des produits commerciaux. Ici, ce qui me posait problème, c'est qu'ils prétendaient réellement, dans leur papier de recherche, pouvoir rivaliser avec les autres alternatives payantes. Ce n'était pas le cas, et bien qu'il faut encourager l'open source, je pense qu'il ne faut pas non plus vendre du rêve aux gens. Donc maintenant, quand je vois de grandes annonces comme ça sur Twitter, je me méfie. J'ai donc pris mon temps pour comprendre Mamba et surtout les SSM qui sont en fait le bloc qui est censé remplacer les Transformers. Après mon investigation personnelle, j'en ai déduit qu'il était intéressant de comprendre ce bloc SSM. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer son principe. Dans cette vidéo, je te propose donc de découvrir Mamba et son bloc fondamental SSM. Cette vidéo s'adresse principalement à des personnes qui souhaitent avoir une intuition de comment fonctionne Mamba ou avoir une introduction avant de se plonger dans les papiers de recherche, les 3 papiers de recherche qui ont un lien avec Mamba, SSM, S4 et S6. Mon objectif est que tu puisses comprendre ce modèle et cette architecture sans mathématiques. Dans l'idéal, il faudrait que tu connaisses ce que sont les couches de convolution et les couches récurrentes, mais on va quand même faire un petit récapitulatif pour voir comment elles fonctionnent. Et également, on va avoir une propriété qui est peu discutée en réalité de ces 2 couches différentes, une propriété qui est peu discutée et qui est pourtant très importante. Donc même si tu connais déjà ces 2 couches, je t'invite quand même à voir ce récapitulatif. Pour comprendre ces couches, on va prendre un exemple de données. Ici, on a une onde audio. Premièrement, on peut rappeler qu'un modèle de deep learning est composé de couches. Différentes couches appliquent différentes fonctions et transforment nos données d'une manière différente. Il y a par exemple les couches de convolution. Une couche de convolution, appelée également CNN, est assez spécifique car elle va appliquer un masque à nos données. Dit sous forme mathématique vulgarisée, la couche de convolution va prendre une partie de nos données et leur appliquer une transformation. Cette couche va répéter cette transformation plusieurs fois à différents endroits de notre donnée. On peut zoomer sur une partie de nos données. Ici, le zoom se fera sur la partie en rouge pour comprendre cette transformation. On a zoomé à l'instant t-1 et t. On peut imaginer que le carré jaune ici représente la transformation mathématique. Cette transformation prend la donnée d'entrée et la transforme en donnée de sortie. Le même processus s'opère un peu plus loin avec les transformations bleues. Ici, j'ai mis en t+4 et t+5. Petit détail, vous le voyez ici, les carrés de couleurs similaires appliquent une transformation similaire. Vu qu'ils sont similaires, je vous propose de les rassembler en un seul bloc. Et ces blocs sont appelés des masques de convolution, des noyaux. Ces masques distincts offrent une propriété particulièrement importante. Comme je l'ai dit, ces masques représentent une transformation mathématique. Si on a 2 personnes dans une salle, on pourrait dire à l'un d'effectuer la première opération et dire à l'autre d'effectuer la deuxième. C'est exactement ce qu'il se passe dans notre ordinateur, par exemple sur des GPU, où on peut distribuer ces calculs et les effectuer en parallèle. Cela nous donne une première propriété importante,
celle des couches de convolution, c'est que le calcul pour obtenir le résultat d'une convolution est parallélisable. On peut donc ajouter de nombreux masques et les opérations correspondantes à ces masques peuvent être effectuées en même temps. Donc la couche de convolution applique des masques et l'opération liée à ces masques est parallélisable. Maintenant voyons les couches récurrentes, les RNN. Une couche récurrente est tout à fait différente d'une couche de convolution. En effet, le calcul ne peut pas être parallélisé. La raison de ce fait est que le calcul d'une couche récurrente est, comme son nom l'indique, récurrent. Pour comprendre ça, je vous propose encore une fois de zoomer sur nos éléments. On zoome à nouveau sur t-1 et t. On voit qu'une première transformation est appliquée à ces deux éléments. Le résultat de xt-1 passe par une nouvelle transformation, une transformation qu'on appelle non linéaire, réalisée grâce à une fonction d'activation. Et c'est grâce à ce résultat qu'on peut obtenir YT. On ne peut pas lier ces deux transformations, ici les deux transformations en bleu, car nous avons une transformation non linéaire. Alors, les mathématiciens comprendront pourquoi, les non-mathématiciens, je vous invite simplement à me croire sur parole, la non-linéarité implique que nous ne pouvons pas relier ces deux transformations. D'ailleurs, on peut aller plus loin dans cette vision de la couche récurrente. En réalité, pour obtenir YT, on n'a pas uniquement besoin du résultat de xt-1 et de l'application de la fonction d'activation. On a besoin des résultats de tous les xt précédents. C'est pour ça que la couche récurrente est appelée récurrente, car on a besoin d'appliquer une transformation de manière récurrente à l'ensemble des entrées précédentes t pour obtenir le résultat de YT. On a donc ici une couche récurrente qui n'est pas parallélisable. Cette approche nous donne une deuxième propriété intéressante, cette fois-ci propre au RNN, c'est le fait d'être stateful. En français, on peut appeler ça conscient des états précédents. Ce qui est impliqué par là, c'est que pour obtenir YT, il faut que le modèle de deep learning ait, entre guillemets, conscience, ait en mémoire l'ensemble des états précédents de XT. Cela nous donne donc deux propriétés exclusive. La convolution est parallélisable, donc ça nous permet d'avoir des calculs qui sont réalisables rapidement, et la récurrence est stateful, et cette propriété nous permet d'être conscient et de garder en mémoire la totalité des états précédents pour prédire avec précision le résultat à l'instant T. Les couches de récurrence et de convolution sont vraiment une des bases du deep learning que se doit de connaître tout praticien. Ici, on pourrait aller plus loin dans le détail de ce que sont les couches de convolution, les couches récurrentes. La description que j'en fais ici ne correspondrait pas à l'esprit d'un mathématicien pointilleux, mais si vous avez déjà des connaissances en deep learning, je pense que ça vous rappelle des souvenirs essentiels pour ce qu'on va voir. Et si vous ne connaissez pas précisément les théories du deep learning, ça vous donne des bases fondamentales pour voir les state space models. Le chercheur Albert Gu, qui nous a proposé Mamba, a précédemment publié d'autres papiers de recherche qui sont en fait une base à ce nouveau modèle de deep learning. Il y a 3 papiers fondamentaux qu'on va aborder de manière vulgarisée pour comprendre comment on passe d'un SSM à Mamba. Dans le papier sur les SSM, l'objectif de Albert Gu est d'appliquer le deep learning à la santé. Plus précisément, il souhaite créer une couche, un mécanisme qui allie à la fois les propriétés des couches de convolution et des couches de RNN. Cela permettra d'avoir à la fois des calculs parallélisables, donc réalisables rapidement, et également d'avoir des couches stateful, donc conscients des états précédents. D'autres propriétés sont également recherchées. Elles sont importantes, mais je ne les aborderai pas ici. Maintenant, l'objectif pratique d'Albert Gu, ce n'est pas simplement d'allier ces propriétés pour le plaisir de le faire, c'est de développer un mécanisme qui est capable d'avoir une mémoire à long terme. Ce mécanisme, avec une mémoire à long terme, permettra d'améliorer les modèles de deep learning appliqués à la santé. Le State Space Model n'est pas un modèle inventé par Albert Gu, il existe déjà précédemment et est utilisé dans d'autres industries. Le SSM en pratique permet de convertir un signal en un autre signal. Ici par exemple on a un signal X qui a une certaine forme, le SSM permet de le transformer en un autre signal. Nous allons voir un exemple pratique dans quelques secondes. Pour les mathématiciens, le SSM permet de convertir une fonction, ici xt,
en une autre fonction YT. On peut facilement imaginer une utilisation du SSM. Par exemple, ici, on aurait un SSM qui convertit les signaux du battement de cœur en une compréhension du stress physique. Si les battements du cœur augmentent, ici on peut voir qu'ils sont plus fréquents, on peut imaginer une augmentation du stress physique. On aurait donc ici un SSM qui nous permet de connaître le stress physique d'une personne à partir simplement des battements de son cœur. On est donc d'accord pour le moment, c'est simplement un modèle qui nous permet de convertir un signal en un autre signal. Maintenant, vu comme ça, on ne peut pas faire grand-chose avec juste ce SSM et ces deux signaux différents. Pour qu'on puisse manipuler ce SSM, on va appliquer une discrétisation. La discrétisation, c'est un mot assez compliqué pour dire en réalité quelque chose de simple. C'est qu'on va prendre une fréquence et l'appliquer à ce signal pour le découper et pour avoir non plus un signal mais une séquence et pour pouvoir l'analyser plus précisément. Sous forme mathématique, on passe d'une fonction à une suite. Maintenant, on va faire le même procédé qu'avec les couches de convolution et les couches de récurrence. On va zoomer sur une partie des données pour comprendre le modèle. On a donc ici notre SSM qui convertit les données d'entrée en données de sortie. En fait, ce SSM, je vous l'ai dit, il est déjà utilisé précédemment. Il a une formule mathématique qu'on peut déterminer, et sous forme vulgarisée, voilà ce qu'on obtient. Une première transformation est appliquée à xt-1 et xt. Ensuite, le résultat de xt-1 est à nouveau transformé ici, transformation rouge. Et finalement, les deux sorties sont assemblées pour subir une nouvelle transformation, ce qui nous permet d'obtenir yt. Encore une fois, ce que vous voyez ici n'est pas inventé par Albert Gu, c'est de travaux précédents qui ont été déduits qu'un SSM a cette représentation. En fait, elle n'a pas tout à fait cette représentation, on peut plutôt la voir comme ceci. Pour obtenir yt, nous n'utilisons pas seulement xt et xt-1, mais la totalité des états précédents. Et je pense que vous voyez où je veux en venir assez rapidement, c'est que le SSM est donc stateful. En effet, pour obtenir la sortie yt, il faut être conscient de la totalité des résultats précédents. Le SSM est donc, par définition, stateful. On a donc notre première propriété. À vrai dire, c'est même plus que ça. En fait, le RNN est un cas particulier du SSM. La preuve mathématique est donnée dans le papier de recherche. Je vous le donnerai dans la description de cette vidéo. À présent, continuons. Il nous manque une propriété importante, c'est celle de la convolution. En fait, la différence entre le SSM ici présent et le RNN qu'on a vu précédemment, c'est que pour les RNN, on a une transformation non linéaire. Cette transformation donne notamment une partie de sa puissance au RNN, et en l'occurrence, elle n'est pas présente dans les SSM. Les fonctions d'activation ne sont donc pas présentes dans les SSM, mais ça nous donne une autre propriété intéressante, c'est que les SSM sont linéaires. Cela implique une chose, si vous avez bien suivi, c'est qu'il est possible de voir ces opérations comme une convolution. En effet, je le rappelle, si nous avions des fonctions d'activation, elles agiraient comme des obstacles, comme des barrières. Et bien que cette transformation rouge soit similaire à cette transformation rouge ici, que cette transformation violette soit similaire à cette transformation violette ici, et que la transformation bleue soit similaire à cette transformation bleue ici, nous ne pourrions pas les rassembler pour créer des masques. Néanmoins, dans les SSM, nous n'avons pas de fonction d'activation. Donc, ces transformations peuvent être reliées. Le SSM possède donc également cette propriété de convolution, et donc le fait d'être parallélisable. Pareillement pour la preuve que le RNN est un SSM, le SSM est une généralisation de la convolution. Cela nous donne 4 propriétés intéressantes du SSM. D'abord, il est linéaire, je pense qu'on l'a compris, il est stateful, ça on l'a déduit, il est parallélisable, et également, c'est une nouvelle propriété dont je n'ai pas parlé précédemment, il est LTI, Linear Time Invariant. Ici aussi, LTI, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose de simple. C'est en fait qu'on applique la même transformation quel que soit l'instant t. À l'instant t-1, on applique une transformation bleue, rouge, violette. À l'instant t, on aura également une transformation bleue, rouge, violette. Donc Albert Gu a réalisé son premier objectif, il a créé un mécanisme qui possède à la fois des propriétés du RNN et les propriétés du CNN. Le problème, c'est que ce mécanisme est d'une part inefficace, il est impossible à entraîner, à optimiser, et il n'obtient pas de mémoire long terme. C'est donc un sacré échec.
Heureusement, il va publier un deuxième papier appelé S3. Petit point rapide sur la taxonomie. S3 correspond ici aux 3 S qu'on a ici, vous l'avez deviné, Structured State Space Model. Par ailleurs, le papier de recherche présentant S3 sera très vite renommé S4, Structure State Space Sequence Model. La seule mention que j'ai trouvée faisant référence de ce changement de nom de S3 à S4, je l'ai trouvé sur un site donc de Loïc Bourdois, qui est je pense un chercheur en intelligence artificielle, et qui nous dit qu'ici, le modèle S3 est très rapidement renommé en S4. Si les mathématiques plus concrètes des SSM vous intéressent, je vous recommande son site qui a l'air très bien et qui est focalisé sur ce sujet. Reprenons donc, nous sommes passés du S2 State Space Model au S4 Structure State Space Sequence Model. L'objectif du S4 est de continuer le travail de Albert Gu pour répondre aux défauts du SSM et de finalement créer ce mécanisme ayant une mémoire à long terme. Nous avons donc notre S2, notre State Space Model, qui est comme ceci. C'est donc une suite de transformations qu'on applique aux données d'entrée pour obtenir les données de sortie. Et bien pour permettre au S2 d'être efficace et optimisable, Albert Gu va fixer la transformation rouge, il ne va pas appliquer n'importe quelle transformation, il va en prendre une bien précise qui est l'algorithme HIPPO. HIPPO, nous n'allons pas le voir ici, mais c'est un algorithme qu'a créé pour le coup Albert Gu dans un papier de recherche différent. Albert Gu s'est donc aperçu que en fixant cette transformation, en utilisant HIPPO, le modèle était d'une part efficace, mais également pouvait être entraîné. Il va même aller plus loin que cela en vérité. Alors, ici, on va parler d'autres transformations mathématiques. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème si vous ne les retenez pas. Mais du coup, il va appliquer la diagonalisation que j'ai représentée ici en jaune et vert. Et également, il va décomposer HIPPO en NPLR, qui est le normal plus low rank. Grâce à ça, le SSM est dit structuré. Et il peut être vraiment entraîné de manière beaucoup plus efficace que précédemment. On a donc le S4 qui applique en réalité cette transformation. Restons simples et gardons simplement à l'esprit que Albert Gu fixe la transformation ici du milieu sur HIPPO. Maintenant que le SSM est structuré, on peut finalement l'utiliser et réellement voir ses capacités. Je le rappelle, on voulait un mécanisme ayant une mémoire à long terme. Ici, dans le papier de recherche, on va donc utiliser S4 sur un benchmark qui est le Long Range Arena. On va détailler rapidement le principe de chaque tâche. Dans List Ops, qui est en réalité Long List Ops, on a des listes d'opérations et le but est de prédire le résultat de ces opérations. Pourquoi donc c'est long list ops et pas list ops? C'est parce que ces opérations sont plus longues que dans le dataset original. Ici, texte, c'est byte level text classification. Le but est simple, c'est qu'on a un texte et on doit le classifier. Par exemple, classifier un email en spam ou non spam. Ensuite, la troisième tâche, byte level document retrieval. L'objectif est de comparer la similarité entre deux documents. Ici, pour la tâche sur les images, c'est une classification donc d'images, mais assez particulière car les images ici ne sont pas en 2D, mais en une dimension, c'est-à-dire qu'elles sont aplaties, et en fait les pixels sont mis les uns après les autres. Ensuite, on a PathFinder et PathX. PathX, c'est une variation de PathFinder avec des images plus grandes. Et je trouve cette tâche assez intéressante. Je vais vous donner un exemple. Ici, l'objectif pour le modèle de Deep Learning est d'analyser cette image et de déterminer si les deux points sont reliés ou non par une ligne. Donc ici, c'est un exemple positif où les deux points sont effectivement reliés. Et sur la droite, c'est un exemple négatif où les deux points ne sont pas reliés. Donc vous le voyez, toutes ces tâches sont des tâches en réalité de classification, à part peut-être pour Long List Ops. Et bien qu'a priori, on pourrait croire que les Transformers ont des résultats pas exceptionnels, mais assez importants. En fait, sur des tâches de classification, le résultat des Transformers équivaut à du hasard, de l'aléatoire. En effet, par exemple sur Pathfinder, si on utilise une pièce de monnaie pour prédire, on obtiendra, normalement, probabilistiquement parlant, un score moyen de 50. Et on voit que sur la totalité de ces tâches, les Transformers avoisine ce résultat. À l'inverse, et c'est là où S4 est assez exceptionnel, c'est qu'il obtient de vrais scores intéressants. Pour préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas la classification, le score maximal qu'on peut obtenir est 100. Et donc ici, le S4 a en moyenne un score de 86 sur la totalité de ses tâches. C'est donc un score particulièrement intéressant,
Et on peut voir que sur les tâches du Long Range Arena, le S4 surperforme la totalité des Transformers. Par ailleurs, ici on voit seulement un certain nombre de Transformers. Il faut savoir qu'il a été comparé à 11 autres architectures de Transformers. Et bien évidemment, le S4 surpasse tous ces Transformers sur le benchmark Long Range Arena. Nous avons d'autres résultats du S4, non plus sur l'efficacité, mais sur l'efficience. Donc l'efficacité, c'est le fait d'accomplir quelque chose, et l'efficience, c'est le fait d'accomplir cette même chose rapidement. Ici, les résultats du S4 ne sont pas meilleurs que le Transformers linéaire, par exemple, mais ils sont dits compétitifs, car ils se rapprochent des résultats du linéaire Transformers. Cela nous donne de nouvelles propriétés pour notre SSM, le S4. Comme le S2, il est linéaire, stateful, parallélisable et LTI. Et à présent, il est structuré et optimisable. Néanmoins, le S4 a quand même certains défauts, notamment en génération de texte. Ici, on prend le benchmark Wikitext 103 Language Modeling. On peut voir que le S4 bat un certain nombre de modèles, certes, néanmoins ce n'est pas le top du classement, et il n'est pas encore meilleur que le Transformers. Néanmoins, on peut noter que le S4 est vraiment plus efficient que le Transformers, et ça, c'est une propriété intéressante. Ici, le Transformers produit 800 tokens par seconde. Ici, nous en avons 48 000. L'objectif à présent de Albert Gu, c'est d'améliorer ce S4 pour faire en sorte qu'il batte le Transformer. Et cela nous fait arriver au S6, le Selective S4. Pourquoi le S6 et pas le S5 ? Ici, ce n'est pas une question historique, un changement de nom dans le papier de recherche. C'est simplement que le S5 est un nom déjà pris par un autre chercheur qui a cherché à améliorer le S4. Dans le S6, Albert Gu se pose un nouvel objectif. À présent, les state space models sont efficaces sur des longues séquences, notamment sur des images, sur des audios, mais ce n'est pas le cas pour des données textuelles. Le Transformers, lui, est efficace sur les données longues séquences textuelles, bien qu'il peut avoir des défauts. Si vous êtes sur ma newsletter, je vous ai partagé un papier de recherche récemment sur un des biais du Transformers, mais un des problèmes qu'il a, c'est son inefficience. L'avantage du Transformers est qu'il va comprendre le contexte de chaque mot. Son processus est de faire une première passe sur une phrase. Ici, il comprend entre guillemets chacun des mots, et il va faire une deuxième passe sur cette même phrase pour relier chacun des mots à son contexte. On en a un exemple ici à l'écran, on voit ce qu'a appris un Transformers. Ici, la phrase parle d'un animal qui est fatigué. Eh bien, même si le mot animal et le mot fatigué sont éloignés dans la phrase, grâce à ces deux passes, le Transformer va comprendre le lien qui existe entre ces deux mots. Cela lui donne à la fois sa puissance, mais également son inefficience. Il est très long pour un Transformers de faire une première passe et une deuxième passe. A l'inverse, le S4 est efficient, on l'a vu, il est bien plus rapide que les Transformers, mais son problème, c'est qu'il est inefficace sur des données textuelles longues. Albert Gu va même aller plus en profondeur dans le ciblage de ce problème. Ce n'est pas seulement qu'il a du mal à analyser des données textuelles, c'est qu'il est en incapacité à raisonner en fonction d'un contexte. Cette incapacité l'empêche à analyser de longues séquences. Alors, qu'est-ce qu'on appelle raisonner en fonction du contexte ? Eh bien, ici, on a un exemple. Le S4 va être efficace pour copier une phrase. Par exemple, « Je vais au marché à 11h ». Il peut la reproduire exactement. Néanmoins, il va avoir du mal à comprendre ce qui est important dans cette phrase. Notamment ici, marché et 11h. En fait, il va avoir du mal à filtrer les mots importants des mots moins importants. Le but d'Albert Gu est donc de donner au S4 la capacité de raisonner en fonction du contexte. On le rappelle, notre S4 est composé de 3 transformations principales, la bleue, la rouge, qui est fixée sur Hippo, et la violette. Sous forme de récurrence, on a cette transformation où YT est le produit de la totalité des X précédents. En réalité, on n'est pas obligé de griser la partie YT1, elle est tout aussi importante que YT. On peut donc l'afficher comme ceci. Je le rappelle ici, la transformation violette est similaire à cette transformation violette ici,
La transformation rouge, similaire à celle-ci. La transformation bleue, similaire à celle-là. C'est ce qui fait que notre S4 est LTI, Linear Time Invariant. La transformation qu'il applique est la même pour chaque donnée d'entrée. Pour Albert-Gu, c'est la source du problème du S4. Le fait que cette transformation soit similaire pour chaque entrée, par exemple pour chaque mot, empêche le modèle de pouvoir filtrer les mots intéressants des mots moins intéressants. Albert-Gu va donc intégrer un mécanisme de sélection au S4. Ce mécanisme de sélection se base sur le fait d'appliquer une transformation différente pour chacune de nos données d'entrée. La transformation rouge est préservée, néanmoins pour chacune des autres transformations, elle va être différente selon l'instant T. Donc à l'instant T-1, on a une transformation verte et orange, et ici bleu et violette. Vous vous en doutez très sûrement, cela impacte la nature même de notre SSM. Il n'est à présent plus possible de relier la première transformation et la dernière. Autrement dit, notre SSM ne peut plus être considéré comme une convolution. Cela va donc impacter l'entraînement du modèle. Néanmoins, c'est bien ce mécanisme de sélection qui va permettre au S6 d'être performant. Avec ce mécanisme de sélection, on diverge de la convolution pour se rapprocher un peu plus de la récurrence. Pour concrétiser tout ça sous forme mathématique, je vous propose de retourner sur le S4. Ici, les deux transformations violettes et les deux transformations bleues sont similaires. En termes mathématiques, on peut dire qu'on applique d'abord une transformation B et ensuite une transformation C. Donc ici, c'est bien pour le S4. Pour le S6, on fait en sorte que ces transformations dépendent de l'instant T. Nous n'avons donc plus simplement B, mais BT-1, BT, et plus C, mais CT-1, CT. Notre S6 est donc encore linéaire, il est stateful, il est structuré, il est optimisable. Il est à présent non LTI, mais cela lui permet d'être conscient du contexte, context aware. Et il s'avère que je ne vous l'ai pas montré ici, mais le S6 est parallélisable. Effectivement, S6 n'est plus convolutionnel. Néanmoins, Albert-Gu va mettre en place un calcul sur GPU qui permet, en réalité, même si le S6 n'est plus une couche de convolution, de paralléliser les calculs. L'important ici pour nous est de comprendre que le S6 a un mécanisme de sélection qui lui permet d'être context aware. Maintenant, j'aimerais préciser quelque chose. Le S6 est un state space model, mais ce n'est pas un modèle de deep learning. En fait, c'est un sequence model qui permet de convertir une séquence en une autre séquence. Mais en réalité, du point de vue d'un modèle de deep learning, simplement une couche. Il est donc possible d'avoir plusieurs couches de S6 dans un modèle de deep learning. Dans ce contexte, Mamba est un modèle de deep learning contient notamment une couche S6. Mamba est donc une architecture de modèle de deep learning bien spécifique, mais ici les chercheurs mettent en avant que ce n'est pas l'architecture de Mamba qui est important. En effet, avec l'architecture de Mamba, mais un S4, on obtient une précision de 56, mais c'est bien la couche S6 qui est importante, car avec Mamba et le S6, on obtient une précision de 99,8. On peut le voir également ici, avec une autre architecture et un S4, on obtient 57 de précision, et avec cette même architecture et la couche S6, on obtient 99,7. Donc même si c'est Mamba qui est mis en avant dans ce papier de recherche, la chose réellement importante pour nous, c'est le S6. C'est ça qui fait la différence. Cela étant dit, Mamba est donc considéré comme l'architecture possédant le S6 à présent. Donc ici, on parle de Mamba avec 130 millions de paramètres et bien évidemment la couche S6. On voit sur ce slide les résultats de Mamba sur différents benchmarks de génération de texte. Mamba est ici testé avec une quantité différente de paramètres. On peut voir que Mamba surperforme les autres LLM ayant une quantité de paramètres avoisinant la sienne. Ce test s'arrête à Mamba sur 2,8 milliards de paramètres. Donc nous n'avons pas les résultats de Mamba sur des modèles comme Mistral ou Llama. Et on peut le comprendre, ces modèles Mistral et Llama ont un nombre
conséquent de paramètres. Pour entraîner ce type de modèle, il faut avoir des ressources de calcul titanesques. Et on peut imaginer que ces ressources ne sont pas disponibles aux chercheurs comme Albert Gu pour entraîner Mamba. La question qui va se poser à présent, c'est est-ce que d'autres entreprises vont prendre Mamba et l'entraîner sur un nombre de paramètres beaucoup plus élevé pour voir réellement ce qu'il vaut sur les modèles open source state of the art. Mais terminons cette analyse de papier de recherche. Ici, dernier benchmark sur l'efficience de Mamba. On peut voir que Mamba est bien plus rapide qu'un transformer classique. Mamba et le S6 sont donc des architectures prometteuses en termes d'efficacité et en termes d'efficience. Cette explication de papier de recherche est en surface. Si vous souhaitez rentrer plus en profondeur dans ce sujet, n'hésitez pas à consulter les papiers de recherche. La présentation d'Albert Gu sur les SSM est particulièrement intéressante. Elle est en anglais, mais je trouve qu'elle est très accessible. Je vous mettrai évidemment toutes les sources en description de la vidéo. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas abordées, mais l'ensemble est là. Les propriétés, l'objectif de chacune des étapes, et finalement Mamba et l'architecture S6, vous avez à présent normalement une intuition de comment tout cela fonctionne. Alors, est-ce que Mamba est simplement un coup marketing qui n'a pas d'avenir ? Sincèrement, je ne le pense pas. Il y a vraiment des bases intéressantes et des résultats pratiques qui montrent l'intérêt que peut avoir cette architecture. Néanmoins, on ne sait pas ce que l'avenir réserve à ce modèle. Un jury apparemment a rejeté le papier de recherche de Mamba. Cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas utilisé. En effet, on peut le voir ici, Yann Lequin nous donne un exemple. Son papier de recherche le plus cité sur les couches de convolution n'a en réalité jamais été accepté. Donc l'acceptation d'un papier de recherche ne détermine pas son utilisation. Malgré ça, aujourd'hui, il est particulièrement coûteux d'entraîner un modèle de machine learning. Je rappelle par exemple que GPT 3.5 a pris 30 jours d'entraînement et 4,5 millions de dollars. GPT-4 apparemment aurait coûté 100 millions de dollars. Et donc pour réellement voir les performances de Mamba, il va falloir que quelqu'un investisse dans ce projet. Cela implique que quelqu'un soit convaincu par cette architecture et qu'il donne les ressources qu'il faut pour entraîner ce modèle sur un nombre de paramètres conséquent qui pourrait rivaliser avec d'autres modèles. Personnellement, je vais me tenir au courant de ce sujet et je vais te partager les trouvailles que je fais sur ma newsletter. Si ça t'intéresse, tu peux la rejoindre, elle s'appelle ActuIA, et dedans, je résume des actualités sur l'intelligence artificielle, je résume également les vidéos que je fais ici, et également, je fais des résumés de chapitres de livres. En ce moment, je lis The Complete Obsolete Guide to Generative AI. C'est un livre qui aborde l'IA générative d'un point de vue général. L'auteur de ce livre, David Clinton, nous donne des informations sur la totalité des domaines impactés par l'IA générative. Je résume donc un chapitre de ce livre par semaine. Mercredi prochain, c'est le chapitre numéro 4. Si tu souhaites donc recevoir ce résumé, recevoir des informations sur, par exemple, Mamba, je t'invite à rejoindre la newsletter ActuIA. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.